Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu. On a les possibles dates de sortie pour les RTX 4000 Super. On a également la sortie de Meteor Lake chez Intel et puis pas mal d'autres trucs. Juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Et donc on commence du côté des processeurs avec Intel, avec le reste de la gamme génération 14, donc tous les processeurs non K, les processeurs 65 watts, qui devraient sortir apparemment à partir du 8 janvier. Donc le mois de janvier risque d'être assez chargé, comme on va le voir juste après aussi, puisqu'il n'y a pas que ça qui doit sortir en début d'année. Donc bon, la génération 14, alors déjà moi j'ai mes propres tests en cours dessus. Petit problème avec la plateforme AM4, mais pas avec mes processeurs de chez Intel, ce qui retarde un petit peu la sortie jusqu'ici. Mais bref, on le sait, hein, de toute façon, tous ces processeurs non K, c'est exactement les mêmes que sur la génération 13. Avec des fréquences légèrement supérieures, donc ça devrait pas changer grand chose la plupart du temps. On s'attend à avoir quelques pourcents de performance en plus. Donc bon, dans l'ensemble, ce sera pas hyper intéressant, à part si ça a une influence sur les prix. Mais comme on l'a vu jusqu'ici, la sortie de la Gen 14, ça n'a pas eu un impact énorme sur la génération 13, en dehors de quelques promotions pendant le Black Friday par exemple. Mais c'est vrai que jusqu'ici, en dehors de ça, les tarifs sont restés plutôt stables. Et en réalité, ce qu'on observe depuis que la génération 14 est sortie, ben c'est plus la génération 12 qui baisse de tarifs plus que la génération 13. Donc c'est dire s'il reste encore pas mal de ces processeurs-là sur le marché, puisque la Gen 12 est encore quand même pas mal présente aussi. Et donc du côté de chez AMD, on attend aussi de nouveaux processeurs sur la plateforme AM5, les Ryzen 8000G, qui sont des APU, basé sur des puces qui étaient jusqu'ici plus orientées PC portable. On a eu quelques infos il y a quelques jours. Ce qui est intéressant ici, eh bien, c'est que jusqu'ici on s'attendait à ce que ces processeurs G soient basés sur Phoenix. Eh bien apparemment ce serait plus sur Hawkpoint. Une révision de Phoenix, Hawkpoint qui doit sortir aussi sur les PC portables incessamment sous peu. C'est plutôt une bonne nouvelle, le fait que ce soit bien la dernière version des APU qui sortent aussi sur PC de bureau du coup et non pas l'ancienne. Donc on verra bien si ça se vérifie, sinon ce serait une bonne nouvelle. Après, il reste encore pas mal d'inconnus, pour l'instant on ne sait pas du tout la date de sortie, même si on se doute que ça devrait être au début de l'année. Au niveau des performances, personnellement, moi j'attends surtout de voir ce que ça va donner du point de vue de la partie graphique intégrée, et aussi les tarifs par rapport à la gamme actuelle. Donc bref, c'est une affaire à suivre, AMD on n'a pas parlé de ces processeurs-là lors de leur dernière prise de parole il y a quelques jours, donc on se doute que ça devrait être annoncé au CES début janvier comme pas mal d'autres trucs. Et pendant qu'on est du côté des processeurs, on a également Intel qui a lancé sa nouvelle architecture Meteor Lake sur les PC portables. Alors pour rappel, un Meteor Lake, normalement on aurait dû avoir une déclinaison de celui-ci sur les PC de bureau, Meteor Lake S, qui avait été annulé, ce qui explique que l'on a eu un refresh de Raptor Lake, la génération 13, qui est devenue la génération 14 que l'on a sur les PC de bureau maintenant. Ce qui était quand même relativement décevant, puisque généralement, Intel, même quand ils font des refresh, il y a quelques petites modifications qui sont faites au niveau de l'architecture elle-même, puisque par exemple, entre la génération 12 et 13, Alder Lake, Raptor Lake, c'était déjà plus ou moins un petit refresh de la génération 12 en réalité, Raptor Lake, puisque la génération 13, c'était grosso modo la génération 12, avec plus de cache, avec de meilleures fréquences et quelques autres petites améliorations. Ce qui fait qu'entre la Gen 12 et 13, on avait quand même eu un petit boost de performance plutôt bienvenu. C'était quand même mieux que la génération 12 dans l'ensemble, tandis que là, la Gen 14, on a vraiment l'impression que c'est un copier-coller de la génération 13 avec juste un petit peu plus de fréquence sur la majorité de la gamme. Donc bref, Meteor Lake, ça aurait dû être la génération 14 que l'on n'a pas eu. Ça arrive sur PC portable, ça arrive plus tard que ce qui était prévu.
Et apparemment, ça a quand même l'air d'avoir été un accouchement dans la douleur pour Meteor Lake. Et quand on y regarde d'un petit peu plus près, on comprend un petit peu pourquoi aussi c'est pas sorti sur les PC de bureau. Donc, au niveau des reviews, il y a déjà eu très peu de sites qui ont eu le droit de faire une review, de faire des tests sur cette nouvelle architecture. Et il y a un petit peu de controverse autour de ça aussi, puisqu'apparemment, ça a quand même été très contrôlé au niveau de ce qu'il était possible de faire au niveau des tests, ou de montrer, de la part d'Intel. Alors après, bon, ça c'est des rumeurs, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare d'avoir aussi peu de tests dans la presse spécialisée pour une sortie. Donc, on attend encore d'avoir d'autres tests, je dirais, par plus de sites, puisque là, pour l'instant, cette première salve de chiffres, il y a quand même pas mal de doutes autour de ça, mais ce qui ressort dans l'ensemble au final, c'est que c'est quand même relativement décevant au niveau des performances. Non pas que ce soit mauvais, mais on s'attendait quand même à mieux, puisque là, pour rappel, on a quand même un saut générationnel, c'est une nouvelle architecture. On a aussi des nouveaux process de fabrication, c'est plus le même process que pour Raptor Lake par exemple. Donc on s'attendait à beaucoup mieux d'un point de vue performance et aussi à beaucoup mieux du point de vue efficacité énergétique. Parce qu'il y a d'autres slides qui sont parus, apparemment au niveau de l'IPC, entre Meteor Lake et Raptor Lake, on aurait une régression de l'IPC d'une génération à l'autre, ce qui est jamais une bonne chose. Ce qui veut dire qu'à fréquence égale, globalement, Meteor Lake est moins performant que Raptor Lake. Par contre, Meteor Lake semble meilleur d'un point de vue efficacité énergétique, mais c'est pas aussi bien que ce qu'on aurait pu espérer en changeant, je dirais, d'architecture et aussi de process de fabrication. Jusqu'ici, Meteor Lake, c'est pas une catastrophe, mais ça semble quand même bien moins impressionnant que ce qu'on aurait aimé que ce soit. On attendait un retour d'Intel au niveau des performances. Là, ça semble juste assez comparable au final à Raptor Lake, avec un tout petit peu de mieux sur certains points. Ce qui est quand même un petit peu dommage. Après bon, c'est vrai que pour Intel, c'est une toute nouvelle architecture, c'est une nouvelle approche également, puisque là, c'est plus du monolithique, comme c'était le cas sur les générations précédentes. Là, c'est une approche par chiplet. Il y a des parties, il y a une partie de la puce qui est fabriquée par Intel, il y a d'autres parties qui sont fabriquées par TSMC par exemple. C'est regroupé en une seule puce, donc c'est un design beaucoup plus complexe que les puces monolithiques classiques. C'est peut-être aussi pour ça que c'est un petit peu moins performant que prévu, il y a peut-être un petit peu plus de latence et ce genre de choses. C'est une première pour Intel, là où par exemple AMD, c'est vrai que l'approche par chiplet, ça fait déjà quelques années que c'est en route chez eux. Par contre, ce qui est intéressant sur cette nouvelle architecture, c'est la partie graphique intégrée. C'est basé sur Arc, la même chose que l'on a sur les PC de bureau, comme la 770 et ce genre de trucs. Et donc, la bonne nouvelle, par exemple, c'est que là, maintenant, on a de l'encodage de l'Heavy-One possible sur la partie graphique du processeur, ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Et on a aussi tout ce qui est XeSS et compagnie. C'est la même architecture que les cartes Arc de PC de bureau. Et au niveau des performances, alors, au niveau des performances gaming, il y a aussi un petit peu des choses un petit peu étranges au niveau des tests, puisqu'on a aussi entendu dire, par exemple, que les PC portables qui avaient été fournis aux testeurs avaient de la RAM très rapide, ce qui ne sera pas forcément le cas pour les mêmes laptops dans le commerce. Donc il y a pas mal de petites choses un petit peu douteuses au niveau des reviews, mais bon, dans l'ensemble, ce qui ressort, c'est qu'au niveau des performances, il y a quand même un vrai gap de performance au niveau de la partie graphique intégrée par rapport à Raptor Lake. Ça, c'est plutôt cool. Et dans l'ensemble, on voit que c'est un tout petit peu mieux que les performances de la gamme Phoenix d'AMD, qui est ici juste en dessous. Même si c'est quand même très proche de l'ensemble, et si on prend en compte en plus qu'ici, c'est un petit peu les meilleurs cas possibles, avec de la RAM très rapide, et comme c'est basé sur l'architecture Arc, ça dépendra aussi fortement des jeux. Dans l'ensemble, Arc, sur PC de bureau, c'est la même chose. Il y a des jeux où ça tourne plutôt pas mal, il y en a d'autres où c'est assez catastrophique. C'est toujours le cas à l'heure actuelle, même s'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Tout n'est pas parfait. Donc au final, c'est vrai que là, pour l'instant, Meteor Lake, moi j'attends surtout d'en savoir un petit peu plus, d'en voir plus, de voir d'autres tests, puisque là, cette première salve, il y a beaucoup de doutes qui tournent autour de ces tests-là. Je veux en voir plus, je dirais, pour me faire un meilleur avis. Là, pour l'instant, il y a du bon, il y a du moins bon, mais dans l'ensemble, ça semble plutôt mitigé. Mais c'est pas, du coup, hyper surprenant, je trouve, que Meteor Lake, pour PC de bureau, par exemple, ait été annulé. Puisqu'au final, comme on peut le voir, s'il y a même une régression au niveau de l'IPC, si par exemple ça monte pas aussi haut en fréquence que ce qu'Intel espérait, ça n'aurait peut-être apporté rien de plus que Raptor Lake actuellement. Donc c'est peut-être tout simplement pour ça que ça avait été annulé aussi. Donc, est-ce que c'est inquiétant pour la suite chez Intel avec Arrow Lake qui normalement doit sortir en 2024 sur PC de bureau?
c'est trop tôt pour le dire, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais quoi qu'il arrive, hein, c'est pas la catastrophe, mais il y a quand même beaucoup de choses à éclaircir, et on espère qu'Intel, dans les futures révisions de cette nouvelle approche, de cette nouvelle architecture, ben ça s'améliore, que ça puisse être compétitif face à AMD, hein, puisqu'on sait aussi que du côté de chez AMD, bon, on a Zen 5 et tout ça qui arrive sur PC de bureau l'année prochaine également. On passe du côté de chez AMD avec le FSR 3. Alors le FSR 3, on l'a vu dernièrement dans le jeu Avatar, j'ai fait une vidéo sur la chaîne sur le titre, et ce qui était intéressant avec le FSR 3, avec la partie Frame Generation, ben, c'était que dans l'ensemble ça fonctionnait beaucoup mieux que dans les deux premiers jeux qui étaient sortis avant. C'était beaucoup plus simple d'utilisation ici avec Avatar qu'avec les deux autres titres, et aussi au niveau de l'upscaling, le FSR 3 lui-même offrait une meilleure qualité d'image sur Avatar que sur les autres jeux qui étaient sortis avec le FSR 3 jusqu'ici. Donc, est-ce qu'il y avait eu quelques optimisations faites au niveau du FSR pour ce titre-là, ou est-ce que c'est grâce à cette nouvelle version du FSR que celui-ci se maintient un petit peu mieux sur la végétation, dans Avatar par exemple? Ça reste à définir. Et donc là, on a un quatrième jeu où il y a le FSR 3 avec une implémentation officielle. Eh bien, c'est le dernier Yakuza, hein, Like a Dragon, Gaiden, où on a le FSR 3 qui a été rajouté. Alors apparemment, de ce que j'ai entendu dire au niveau des premiers tours sur le titre, c'est qu'apparemment sur Yakuza, ce serait encore le FSR 2 au niveau de l'upscaler, et c'est ça qui pêcherait un petit peu, puisqu'avec le FSR 3, on est obligé d'utiliser l'upscaling du FSR pour activer le Frame Generation. Et ben, sur Yakuza, on aurait, je dirais, les travers du FSR 2 classique, ce qui fait que la qualité d'image est moins bonne qu'avec les autres upscalers comme le XeSS ou le DLSS. Mais bon, en dehors de ça, au niveau du Frame Generation lui-même, c'est un petit peu comme avec Avatar ici, ça fonctionne plutôt bien, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser le V-Sync et compagnie, donc c'est encourageant, ça semble mieux fonctionner qu'au début. Et l'autre grosse news en ce qui concerne le FSR 3, ben c'est que celui-ci est maintenant open source. C'était pas le cas jusqu'ici, mais c'est vrai que bon, il n'y avait pas de gros doute que ce soit le cas à un moment ou à un autre, puisque le FSR 1 et le FSR 2 sont également open source. Qu'est-ce que ça veut dire pour le FSR 3? Bon, ben c'est que possiblement celui-ci sera plus simple à implémenter pour plus de monde, et que maintenant, je dirais, AMD a un petit peu ouvert les vannes, ce sera plus simple à implémenter un petit peu comme on veut, et comme il était indiqué ici dans l'autre news sur Yakuza, le FSR 3 a déjà été rajouté par des modeurs sur The Last of Us Part 1 ou Dead Space 2023, donc on devrait retrouver le FSR 3, je dirais, de plus en plus régulièrement, et dans de plus en plus de jeux de manière officielle ou pas. L'autre bonne nouvelle en ce qui concerne le FSR 3, ben, c'est que jusqu'ici, celui-ci, on ne pouvait pas changer les DLL comme on pouvait le faire par exemple avec le DLSS, puisqu'avec le DLSS, on avait certains petits utilitaires qui permettaient de changer les DLL du jeu pour avoir la dernière version du DLSS par exemple, pour améliorer la qualité d'image, ou d'utiliser celle qui était le plus adaptée pour certains jeux. Et bien maintenant, avec le FSR, c'est une possibilité qui est offerte également, puisque par exemple sur le FSR 3 avec Yakuza, on a les DLL qui sont présents, et on peut maintenant modifier celle-ci, ou tout du moins on espère que ce sera une pratique qui se généralise également, puisque c'est vrai que sur PC, ben, c'est bien de pouvoir changer pour la dernière version du FSR, par exemple, si celle-ci apporte un gain visuel conséquent, ben, ce serait cool de pouvoir modifier les DLL là aussi. Enfin bref, bon, c'est quand même pas mal de bonnes nouvelles en ce qui concerne le FSR 3. C'est vrai que, bon, maintenant on a vraiment l'impression que c'est sorti, ça y est, alors que jusqu'ici, avec les deux premiers titres, hein, sur Forspoken et Immortals of Aveum, on avait vraiment l'impression que c'était une bêta. Avec Avatar, on voyait que maintenant, ça me semblait quand même relativement prêt pour être adopté dans plus de jeux. Yakuza, j'ai pas testé moi-même, mais ça a l'air correct en ce qui concerne la partie FrameGen. Ben, faudra voir ce que ça donne avec les mods et tout ça, mais en tout cas, on devrait retrouver le FSR 3, que ce soit l'upscaling ou le FrameGen, ben, dans de plus en plus de jeux, et c'est plutôt cool. Et on enchaîne avec Nvidia, avec les GTX 16 qui sont maintenant en fin de vie. Alors ça vous étonnera peut-être, mais si vous ne le saviez pas, les 1650 étaient encore produites à l'heure actuelle. Et bien apparemment, à partir du prochain trimestre, ce sera plus le cas. C'est donc la fin des GTX tout court, puisque les 1650, bon, c'est un petit peu les dernières cartes qui étaient encore produites avec la gamme GTX, je dirais, puisque maintenant toutes les cartes d'Nvidia sont des RTX. Donc bref, ben c'est le moment d'allumer un cierge pour dire au revoir à la gamme GTX, puisque la dernière représentante de cette gamme-là ben, vient maintenant à disparaître, à nous quitter. Et c'est vrai que la gamme GTX ben, elle nous a accompagnés pendant de très très nombreuses années, et il y a quand même eu de très bonnes cartes dans l'ensemble. Donc bon, un petit peu... Ben, fallait bien que ça s'arrête un jour, hein, puisque maintenant, bon, il n'y a que des RTX sur le marché.
En parallèle de ça, on a aussi entendu parler d'une RTX 3050, et pas 3060 comme c'est écrit ici, mais 3050 6 Go et non plus 8 comme sur la carte actuelle. Alors, apparemment, ce serait une carte moins chère que la 3050 8 Go, et j'irai encore heureux, puisque pour passer de 8 à 6 Go, il faut amputer le bus mémoire, et on passerait d'un bus 128 à un bus 96 bits. On a moins d'unités CUDA Core d'activer également. Donc ce serait quand même une carte significativement moins performante que la 3050 8 Go actuelle, qui n'est déjà pas spécialement un foudre de guerre. Puisque bon, pour rappel, la 3050 8 Go c'est plus ou moins les performances de la GTX 1070, donc une carte 15, peut-être 20% moins performante que celle-ci, comme le modèle 6 Go, ça nous amènerait peut-être légèrement mieux que la 1060 6 Go, et comme on l'a vu dernièrement, ça devient quand même compliqué pour ce type de carte là, même en 1080p des tailles médium. La 3050 6 Go ce sera un petit peu la même chose. Je dirais que son avantage c'est qu'elle aurait accès au DLSS par exemple, et à certaines technologies RTX. Donc ça peut avoir son intérêt selon le tarif, mais si c'est vraiment 180-190 $, ça reste quand même assez cher. Surtout qu'en face de ça, chez AMD, on trouve les RX 6600, et on les a déjà vus assez régulièrement en dessous des 200 €. Donc une nouvelle 3050 moins performante, un petit peu moins chère, si ça remplace totalement la 3050 8 Go actuelle, ça n'a pas grand intérêt à mon sens. J'aurais juste préféré que la 3050 baisse de tarif pour qu'elle soit un petit peu plus compétitive. Ça aurait eu plus de sens à mon goût. Alors après, ça vient peut-être tout simplement aussi remplacer les 1650, qui sont plus ou moins à ce tarif-là, toujours en œuvre à l'heure actuelle, comme première carte disponible dans la gamme Nvidia. Si on a besoin de l'encodeur, ce genre de truc, ça peut avoir son intérêt, mais c'est vrai que c'est quand même assez restreint dans l'ensemble. Après, la consommation de 70 watts, ça peut être cool pour certains usages, puisque là du coup on n'a pas besoin d'avoir un connecteur d'alimentation externe. Donc s'il y a des modèles très compacts qui sortent, bon, ça peut avoir un petit intérêt, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça intéressera pas grand monde. Et du coup, on reste chez Nvidia avec les possibles dates pour le lancement de la gamme Super, et ça se déroulerait en janvier. Alors, de ce qui ressort ici, il y a eu une fuite au niveau des dates d'embargo pour les différents modèles de cartes. Et apparemment, bon, déjà au niveau des cartes prévues, c'est bien ce qu'on avait entendu dire depuis quelques temps. On devrait bien avoir une 4070 Super, une TI Super et une 4080 Super. Au niveau des dates de sortie, alors au niveau du 8 janvier, on devra avoir l'annonce de ces cartes-là ainsi que les tarifs. Donc ça va arriver très très vite, le 8 janvier c'est plus si loin. On devrait aussi avoir l'unboxing des 4070 Super le même jour. Par contre, en ce qui concerne les premiers tests, ça arriverait le 16, donc 8 jours plus tard, avec les tests de la 4070 Super pour les modèles MSRP et les modèles overclockés le lendemain. Le lancement en 2 étapes, comme ça se fait très régulièrement maintenant pour les lancements de cartes chez Nvidia. Une semaine plus tard, on aurait le lancement de la 4070 Super, le modèle MSRP en premier, le 23 et le 24, les modèles custom. Et enfin, encore une semaine plus tard, on aurait le lancement de la 4080 Super, avec les modèles au MSRP, et le 31, les modèles custom. Donc bref, c'est quand même un lancement assez rapide de 3 cartes, donc ça va être un mois de janvier quand même assez chargé au niveau du lancement de matos, puisqu'on aura là 3 nouvelles cartes chez Nvidia, on aura des nouveaux processeurs chez Intel, des nouveaux processeurs également chez AMD qui devraient arriver pas très longtemps après. Donc c'est un début d'année quand même assez chargé d'emblée, ça commence très très fort. Au niveau des cartes elles-mêmes, on est toujours sur les rumeurs qu'on avait entendues il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que la 4080 Super, ce serait la puce AD103 complète, ce qui n'est pas le cas de la 4080 actuelle. Donc on aurait des unités CUDA Core en plus, on aurait toujours 16 Go de RAM en GDDR6X, au niveau de la console ça resterait pareil. On s'attend à ce que les fréquences soient légèrement plus élevées, mais de ce qu'on entend dire, au niveau des performances, ça doit être entre 5 et 10% au-dessus par rapport à la 4080 grand maximum. Alors au niveau des tarifs, on entend des rumeurs à droite à gauche en ce moment. Par exemple chez Red Gaming Tech, j'ai entendu dire qu'il avait eu des sons de cloche comme quoi la carte pourrait coûter 1000 $ au lieu des 1200 de la 4080 actuelle. Bon, ça reste à voir, mais généralement les fuites au niveau des tarifs avant l'annonce officielle, ça ne veut pas dire grand chose puisque les tarifs c'est généralement ce qui est décidé en dernier. Là, la grande question, je dirais, c'est à quel point Nvidia veut être agressif par rapport aux offres d'AMD actuelles, s'ils veulent vendre beaucoup de cartes,
avec ces modèles super, avec ce refresh, tout du moins beaucoup plus que ce qu'ils vendent jusqu'ici, puisque c'est un petit peu le move, hein, c'est un refresh, c'est un relaunch de la gamme actuelle avec quelques changements, c'est juste un repositionnement tarifaire avec un coup de marketing derrière, mais c'est pas pour autant que les cartes ne peuvent pas être intéressantes. Puisque par exemple si la 4080 Super sort à 1000 $, et qu'elle est plus performante que la 4080 actuelle, ben ça veut aussi dire qu'au niveau des performances brutes, cette 4080 Super serait très proche de la 7900 XTX, au même tarif que celle-ci, ce qui aurait une incidence sur le tarif de la 7900 XTX par exemple, qui devrait mécaniquement être amené à baisser pour rester compétitif. Pareil en ce qui concerne la 4070 Ti Super, là ce serait plus une carte qui viendrait marcher sur les plates-bandes de la 7900 XT, puisqu'on aurait une carte avec moins d'unités de calcul que la 4080, c'est toujours la puce AD103, donc on aurait 16 Go de RAM en GDDR6X, 285 watts de conso, donc une carte quand même significativement plus performante que la 4070 Ti actuelle. Si elle sort au même prix que la 4070 Ti, ça en ferait quand même une alternative assez intéressante, hein, puisque là on aurait quand même un gain de 4 Go de RAM, on aurait des performances légèrement moindres que la 4080, mais on serait pas si loin derrière que ça je pense, ce qui nous amènerait à quelque chose de très compétitif avec la 7900 XT. Si au niveau du tarif en plus c'est quasiment similaire, voire peut-être même un petit peu moins, j'en sais rien, ça rendrait la carte quand même particulièrement intéressante, et là aussi ça pousserait la 7900 XT à baisser de tarif. Et enfin, en dernier, et c'est la carte qui sortira en premier, la 4070 Super, et bien là, comme on peut le voir, c'est la puce AD104, la même puce que la 4070 Ti et la 4070, par contre elle est beaucoup plus proche de la 4070 Ti actuelle que de la 4070 tout court, puisque là on passe de 7680 Q d'accord à 7168, donc en réalité au niveau des perfs, elle risque d'être quand même assez proche de la 4070 Ti. Et là c'est pareil, hein, si la 4070 Super est placée de manière intelligente au niveau du tarif, si par exemple ça sort au même prix que la 4070, on aurait quasiment une 4070 Ti pour le tarif de la 4070 actuelle, qui mécaniquement devrait être amené à baisser lui aussi. Et ça rendrait la 4070 Super quand même relativement compétitive par rapport à la 7800 XT, qui marche très bien, hein, qui se vend plutôt pas mal apparemment. Donc globalement, on est toujours un petit peu dans le doute sur le fait qu'NVIDIA nous propose quelque chose d'intéressant au niveau des tarifs, mais je dirais que si le performance-prix reste identique à la gamme actuelle, il n'y aurait absolument aucun intérêt de sortir cette gamme super, donc il doit y avoir une amélioration du performance-prix. La question c'est de combien, et c'est ça qui fera que cette nouvelle gamme super soit intéressante ou pas. J'espère que ce sera le cas, ce serait vraiment très bien que ce soit le cas, parce que bon, malgré tout, hein, la gamme 4000 dans l'ensemble, ce sont de bonnes cartes, leur gros problème c'est leur tarif. S'il y a des baisses de prix significatives, ça peut être plutôt cool. Après il faut se rappeler aussi que pour la plupart de ces cartes là, ce sont toutes des cartes qui sont sorties maintenant depuis au moins un an, et même la 4070 Ti, elle était sortie début d'année 2023, elle aura un an au moment où la 70 Ti Super débarquera, donc pour moi c'est logique qu'il commence à y avoir des baisses de tarifs, puisque quoi qu'il arrive, la future génération de chez Nvidia sortira soit fin 2024 ou début 2025, mais si c'est décalé à début 2025, ce sera pas au mois de juillet, ce sera probablement avant pour les modèles les plus performants. Donc bref, on verra bien ce qui se passe, on verra bien ce que ça donne au niveau des performances une fois que les tests arriveront, et on verra bien surtout les tarifs au moment de l'annonce, début janvier, et c'est vrai que c'est dans à peu près 3 semaines maintenant, donc ça va quand même arriver très très vite. Et en parallèle de ça, bon, on va mettre ça dans la catégorie rumeur, mais c'est intéressant malgré tout, puisque c'est paru sur le site d'NVIDIA, c'est que la 4090 pourrait peut-être baisser de tarif elle aussi, puisque là il y a un concours qui a été organisé pour les 30 ans de Doom, et dans les screenshots qui sont parus apparemment dans la liste des cadeaux, on a le tarif de la 4090, le MSRP, qui est à 1389 $ au lieu des 1600 $ classiques. Et comme on peut le voir, généralement quand ils font une promo du genre avec des cadeaux à gagner, ils parlent d'une 4090 là avec par exemple Atomic Heart à 1979 $ MSRP. Là, il y avait un autre concours avec un MSRP de 1600 $. Là, le dernier concours en question, le MSRP de la 4090 est listé à 1389. Donc, est-ce que ça annonce une possible baisse de prix pour la 4090 de manière plus ou moins officielle dans pas trop longtemps? C'est pas totalement impossible, hein. Comme je viens de le dire juste avant, c'est vrai que la 4090, c'est aussi une carte qui a maintenant plus d'un an, et si le remplacement arrive d'environ un an et quelques mois,
bah faut aussi que le tarif commence à baisser un petit peu. Donc bon, là c'est vrai que la 4090 avait remonté de tarif avec les histoires de ban à l'export avec la Chine et tout ça, mais c'est vrai que maintenant que ça s'est passé, maintenant que le stock de 4090 reviendra, je dirais, vers l'Occident, ben, le tarif de celui-ci pourrait être amené à baisser un petit peu lui aussi. Donc bref, ça reste de la rumeur, on verra bien ce qui en ressort, mais ça, moi ça me paraîtrait plutôt logique, mais c'est vrai que la logique, en ce qui concerne le prix du hardware, il n'y en a pas toujours. Et enfin, pour terminer, un communiqué de Valve qui indique qu'il ne faut pas sniffer son Steam Deck. Alors ça me fait un petit peu rire, puisque j'ai vu ça passer la semaine dernière, c'est un truc qui s'est fait en plusieurs temps. Apparemment, il y a un délire, hein, comme quoi les utilisateurs de Steam Deck aiment bien sniffer les vapeurs de leur Steam Deck. Bon, il y a tout un délire autour de ça sur Reddit et sur certains forums et tout. Valve avait indiqué qu'il ne fallait pas faire ça. Bon, il n'y a rien de dangereux apparemment, hein. Mais bon, apparemment il y a tout un délire autour de ça, je trouve ça plutôt rigolo. Puisqu'apparemment il y en a qui disent que la nouvelle Steam Deck sent moins bon que l'ancienne, ce genre de truc. Je sais pas du tout, j'ai pas Steam Deck, et j'en ai jamais sniffé non plus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà sniffé votre Steam Deck, ça m'intéresse énormément. Est-ce que ça sent bon? Est-ce que c'est intéressant? Bon, on s'en fout. Mais bon, c'est juste rigolo. Enfin bref, ben c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, les trucs pénibles de YouTube, la page Ko-fi pour me supporter directement. Et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!